Louis Fouché, vous êtes médecin réanimateur à Marseille, vous êtes aussi porte-parole de Réinfo Covid, hein, on commence à bien vous connaître, vous êtes vraiment une personnalité, une voix dissidente, c'est pour ça que je suis très heureux de vous contacter, j'ai un peu l'impression de vous connaître comme ça. Donc vous êtes une autre voix dans cette doxa politico-médiatico-scientifique, cette doxa sanitaire qu'on nous sert depuis plus d'un an. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous ne vous cantonnez pas uniquement au domaine scientifique, médical, mais vous abordez aussi des aspects anthropologiques, sociologiques, philosophiques, la sagesse antique aussi. Et puis, je trouve aussi que vous semblez être une âme bienveillante et ça, c'est plaisant. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet, mais je voulais savoir si vous aviez envie de rajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport à la présentation, médecin réanimateur, qui doit être un super métier par ailleurs, et porte-parole de Réinfo Covid, avant de Ouais, commencer. veux bien rajouter un petit quelque chose. Effectivement, j'ai pas de conflit d'intérêt voilà, dans l'histoire du Covid. Et c'est un peu pour souligner qu'il y a d'autres gens qui ont des conflits d'intérêt et que c'est quelque chose qui va miner toute la discussion en fait autour du Covid, autour de l'épidémie, parce que les gens sont attachés de partout leur, euh, par des intérêts financiers, par des intérêts politiques, par parfois leur mode de vie aussi tel qu'il est. Et que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont traumatisés en fait, et qui ont du mal à changer d'avis simplement parce que ils n'arrivent plus à réfléchir et ils sont pris dans tous leurs attachements, quoi. L'autre chose que je voudrais rajouter, c'est que je ne parle pas du tout pour mon institution. Je parle pour moi. Je tiens à rester en bon terme avec les gens qui m'emploient parce que ça, pour le moment, j'ai besoin de mon salaire, on va dire. Et puis parce que je pense honnêtement que tout le monde essaye de faire le mieux possible autour de cette épidémie. On fait chacun à notre manière, mais les soignants à Marseille particulièrement, mais partout en France et partout, même en Belgique, je crois qu'ils essayent de faire honnêtement de leur mieux. Et même si on n'est pas d'accord sur la stratégie, je crois qu'on peut se retrouver à cet endroit-là, de dire, au fond, on a tous envie de soigner cette maladie, on a tous envie de soigner aussi notre société et notre façon de vivre. Et donc, même si on n'est pas d'accord sur comment faire, peut-être qu'il faut essayer de se réconcilier sur la finalité. La dernière Alors, chose que je voudrais dire, ouais. vous dites je suis porte-parole, mais finalement, je suis un des porte-parole. Et plus que porte-parole, désormais, nous, on essaye de parler de diplomatie. Je suis un diplomate de Réinfo Covid. Qu'est-ce que ça change? Quand vous êtes un ambassadeur, vous n'êtes pas tout à fait pareil qu'un porte-parole. Ambassadeur, ça veut dire qu'il y a déjà autre chose qui existe. Il y a déjà une autre proposition de société, une autre proposition de santé, de médecine, une autre façon de voir les choses. Et on essaye juste de la donner à voir aux autres, puis de respecter aussi la façon dont ils regardent. Parce que si on est lancé dans une espèce de guerre sans merci de l'information et de notre façon de voir le monde, ça voudrait dire qu'on voudrait éradiquer l'ennemi. Alors nous, on ne cherche pas à éradiquer l'ennemi, on est dans une voie plutôt de la non-violence, qui consiste à dire, OK, il y a un rapport de force, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et on va se confronter, mais on va danser ensemble jusqu'à trouver une façon de sortir de ça par le haut. Donc, Danser voilà. ensemble, c'est le cas de le dire. Il y avait HK qui était à la Monnaie hier pour danser ensemble. Alors, c'est intéressant parce que le conflit d'intérêts, moi, j'avais posé une question à la Première ministre ici le 15 avril 2020, hein, donc il y a plus d'un an. Et je lui avais, donc, après ça, j'ai été interdit de conférence de presse pendant 8 mois. Et justement, je lui avais dit, je lui avais demandé ouais, j'ai pu re-rentrer grâce à une avocate alors que j'ai ma carte de presse. Ici, ils y vont fort. Et donc, je lui avais posé la question des conflits d'intérêts entre le gouvernement, les experts et les multinationales pharmaceutiques. Et elle m'avait parlé à l'époque de privacy. Elle m'avait dit que ça ne me regardait pas, que ça ne regardait pas les citoyens. Donc, il y a même des gens qui savent qu'il y a des conflits d'intérêts. Donc, je trouve ça hyper important, comme vous faites, de le dire. Mais malgré ça, il y a des gens qui disent, surtout dans les milieux de droite et dans les milieux gouvernementaux, que c'est pas grave, on peut faire la différence. Ils oublient les revolving doors et le reste. Mais donc, je trouve ça évidemment très intéressant que vous le disiez. Mais aussi, ça serait intéressant que les autres le disent et ils le disent rarement. Vous avez aussi dit que, je vous ai entendu dans une interview, que celui qui peut voir le réel a tout à sa disponibilité. Alors, je voudrais vous demander, c'est quoi le réel du Covid, là, maintenant, depuis un an? Et puis aussi, comment vous, tout d'un coup, je suppose que vous aviez bien conscientisé quelle était la situation de la médecine, des hôpitaux dans un système capitaliste, mais quand vous vous êtes rendu compte que c'était du simulacre, moi j'appelle ça un grand spectacle, hein, pour citer Guy Debord, mais c'est vraiment du spectacle, ce qu'ils nous font depuis plus d'un an maintenant. Voilà, quand vous êtes-vous rendu compte de ça, et c'est quoi le réel du Covid, au fait? Au début, et puis maintenant, parce que Ouais, ça je pense que change. c'est important. Ouais, ça change tout le temps et puis on essaie de rester attentif parce que on peut vite être réemmené dans un mouvement d'émotion. C'est intéressant qu'on se repenche sur Guy Debord et la société du spectacle, effectivement. Là, depuis quelques jours, on voit fleurir finalement l'Inde et la gravité en Inde. Et comment savoir si c'est réel en fait? Comment savoir ce qui se passe vraiment?
De l'autre côté, on a un ministre de la Santé indien qui dit non, en fait, ça va, c'est les médias qui surjouent à mort. On a des images juxtaposées sur Internet où on voit explosion de gaz à tel endroit, à New Delhi, et de l'autre côté, le Covid, mais c'est la même image et la même personne avec de l'oxygène. On dit, mais qu'est-ce qui est vrai alors? Qu'est-ce qui est faux? Et on se rend compte qu'on est dans une ère de post-vérité. C'est extrêmement difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et que une des recommandations que je peux faire, c'est d'essayer de retoucher le réel autour de soi, en fait, avec ses 5 sens déjà. De sortir dehors et de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous met en tension, qu'est-ce qui abîme notre société aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un virus ou est-ce que c'est les mesures gouvernementales, les mesures sanitaires, les atteintes aux libertés, la destruction du lien, du tissu social, la destruction du droit social et du droit du travail au motif de la pandémie, la destruction de l'activité des petits entrepreneurs ou des artistes. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, en fait. Mais je pense qu'on ne va pas tous regarder la même chose. Si vous prenez quelqu'un qui est en réanimation toute la journée, qui passe ses jours et ses nuits, qui est un chef de service parisien, bah lui, il va peut-être vous dire, mais j'ai plein de malades en réanimation. Tout à fait. C'est vrai aussi, en fait. Les malades. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour s'orienter? À quelle boussole on peut avoir? Pour beaucoup de gens, la boussole, c'est ce que leur disent les médias. Pour tous nos dirigeants, la boussole, c'est ce que disent les chiffres, les nombres, l'algorithme d'interprétation du monde, en fait, du big data. Il y a beaucoup de gens qui ont remplacé leur propre bon sens, leur propre vision du monde par celle-là, quoi, qui acceptent que finalement, c'est Twitter, YouTube, Facebook, TF1, BFM ou les chaînes belges qui vont leur dire ce qu'est la réalité. Donc, nous, on essaye de revenir au sein de Réinfo Covid, de revenir à de l'information scientifique dure. Et c'est vachement difficile parce qu'il y a aussi une destruction de la science dans cette histoire. C'est que petit à petit, c'est Kamran Abbasi qui l'a dit, je l'ai dit plusieurs fois, mais COVID-19, politicization, corruption and suppression of science. Il dit corruption, politisation et suppression de la science. Donc, on a beaucoup de mal à savoir quelles sont les informations pertinentes. Et donc, on peut s'écharper pendant des heures, hein, comme dans un petit théâtre de Guignol et Niafron devant les médias, savoir, mais est-ce que vraiment la courbe, elle augmente? Est-ce qu'elle descend? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Bon, ouais, nous, on a des malades en réanimation et finalement, ce qui est sûr, c'est que les mesures de confinement, d'éloignement, etc., elles n'ont rien changé, quoi. Donc aujourd'hui, on est au bord de lever les mesures en France, mais en fait, ça n'a rien changé, hein. On a toujours le même taux d'incidence. Donc voilà, et qu'on sait que ça va baisser pour des raisons probablement environnementales, climatiques, de température, d'hygrométrie, de vie de l'épidémie, mais pas du tout par les mesures qu'on aurait prises. Donc aujourd'hui, depuis 3 jours, 4 jours, en fait, ça baisse doucement à Marseille, la quantité de malades en réanimation, la quantité de malades dans les services Covid, alors que c'était resté sur un plateau plutôt haut depuis un bon moment. La mortalité, elle ne change pas en réanimation chez nous. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. Ouais, à peu près. Et ça dépend beaucoup de si on a recours à la ventilation mécanique invasive, un tuyau dans la gorge et une machine pour vous aider à respirer, ou si juste on a besoin de vous donner de l'oxygène à plein pot dans le nez. Les gens qui ont de l'oxygène à plein pot dans le nez, globalement, ça se passe bien. Il y en a peut-être 20% qui vont être intubés, mais tout le reste, ils vont aller bien. Et par contre, ceux qui sont intubés, là, la mortalité, la létalité est autour de 40%. Donc, c'est une maladie grave quand on est intubé. La réalité, c'est que les services sont remplis, mais parce qu'on a diminué la capacité des services, parce qu'on a diminué le nombre de lits d'hospitalisation depuis des années dans les services publics français. Et surtout, et ça c'est le point sur lequel je pourrais insister, parce que là, on va peut-être être tous d'accord, c'est-à-dire malgré toutes les divergences d'interprétation qu'on peut avoir, il n'y a pas de filière ambulatoire en ville bien mise en place. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade en ville, actuellement, on lui dit encore, dans une immense majorité des cas, paracétamol, bonne chance. On se revoit dans 2 semaines quand vous êtes en train de vous étouffer. Mais ça, en fait, il y a moyen de faire autrement. Et il y a des généralistes en France, des réseaux de soins. On a essayé d'aider à en mettre en place aussi avec Réinfo Covid. On a demandé à la HAS de le faire, aux ARS de le faire. Elle reste sourde, en fait, à ces appels. C'est dire, mais quelqu'un qui passe chez le généraliste, et on sait qu'il est obèse, hypertendu, diabétique, qu'il est greffé rénal ou qu'il a une immunosuppression, c'est certain que lui, il est très à risque de faire une forme grave. Donc, il ne faut pas le laisser sans rien. Alors là, on va avoir plein de discussions sur les traitements immunomodulateurs, sur les traitements antiviraux, tel point que YouTube se charge de vous censurer si jamais vous en parlez. Mais en vrai, il y a des traitements sur lesquels on est d'accord. C'est les anticoagulants, l'oxygène, et après les corticoïdes dans un deuxième temps. Ça, ces 3 traitements-là, on est tous d'accord dessus. Nous, on voit encore des gens arriver qui avaient tous les facteurs de risque et qui n'ont juste rien eu. Rien. Et donc, ils arrivent directement par le SAMU en réanimation. Et ça, je veux dire, mais on peut discuter sur l'azithromycine, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, sur la vitamine D, la vitamine C, le zinc. On peut discuter tant que vous voulez.
Mais déjà, il y a un élément pragmatique pour moi, c'est quand vous avez quelqu'un qui est à très haut risque, eh ben, vous admettez d'essayer des choses qui sont peut-être pas gravées dans le marbre de la science, mais qui peut-être permettent d'aider. C'est dans ce cas-là, le pari pragmatique, il est ouais, ok, je vais lui filer des trucs qui sont pas très toxiques, qui peuvent rapporter gros. Je suis pas complètement sûr de mon coup, mais c'est pas grave, ça peut rapporter gros. En tout cas, je vais pas faire du mal, très probablement, ou très peu. Si je fais attention et que je fais correctement les choses, je vais pas faire du mal. La vitamine C, la vitamine D, le zinc, vous allez faire du mal à personne. L'azithromycine, c'est pareil. C'est des médicaments qu'on connaît très bien, dont on connaît très bien les contre-indications. Pareil pour l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine. Bah, croyez-moi ou non, aujourd'hui, il y a des pharmaciens qui refusent de délivrer à l'hôpital l'ivermectine. Ils n'ont pas le droit. Hein. C'est-à-dire que normalement, c'est ma prescription, c'est mon engagement de responsabilité. Et ils sont tellement dogmatiques, ils sont tellement devenus fous, qu'ils disent « Ah non, je ne peux pas me permettre de donner ça ». Par contre, ils délivrent du sérum de patient guéri, ils délivrent des anticorps monoclonaux, des thérapeutiques qui sont très peu évaluées, dont on ne sait pas du tout si elles sont bénéfiques. Voilà, on a quelques vagues études faites par les laboratoires eux-mêmes. Ça, ils n'ont pas de problème à le donner. Ils n'ont pas de problème à me laisser délivrer du NO inhalé qui, dans cette indication-là, mais c'est même pas sûr que ça sert à quelque chose, quoi. Et pourtant, il y a une toxicité importante. Et l'ivermectine, truc qui a un niveau de toxicité très très faible. Ça en a, hein, je veux dire, il y a une toxicité sur le foie potentielle, Ouais, etc. mais Mais par rapport au remdesivir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, la Belgique évidemment. vient de vendre pour des millions de remdesivir à l'Inde. Ouais, c'est beau, hein, quand En on ne va faisant pas d'un semblant de truc, les après on aider. refourgue aux pays en voie de développement. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'on pourrait mettre en place des filières de soins en ville où les gens, ils ont un traitement, où ils sont surveillés surtout, on les regarde de près par la saturation, par une infirmière qui passe à domicile une fois, deux fois, on leur fait les anticoagulants, et ça fait tout plein de gens qui ne vont pas aller à l'hôpital, qui ne vont pas faire de forme grave, qui ne vont Le pas rôle du mourir. généraliste. Le rôle du généraliste, exactement. Et là, le généraliste, c'est comme s'il n'existait plus. Bah, pour moi, c'est un scandale, en fait. Et on fait peser à l'hôpital, un hôpital qui était déjà défaillant, tout le poids de cette épidémie. Et après, on fait peser le poids qu'on a fait peser à l'hôpital, on le fait peser sur la population. Donc là, il y a vraiment un truc de tordu. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est OK, il y a une épidémie, mais de toute manière, ça ne justifie pas de mettre à bas toutes vos libertés, de laisser s'installer une tyrannie, un totalitarisme technosanitaire. Il n'y a rien qui justifie ça. Quand bien même, il y aurait des millions et des millions de morts. Épidémie, vous dites, hein? On n'est pas dans une pandémie. Hein? Après, on peut discuter plein de termes. Il y a des gens qui ont proposé le terme de syndémie, qui est Ouais. intéressant aussi, qui apporte une nuance un peu différente. Mais je crois qu'on en a parlé, c'est la société du spectacle, c'est la notion peut-être d'astroturfing aussi, c'est monter en épingle quelque chose qui existe, certes, mais qui ne devrait pas préoccuper l'ensemble de votre champ mental toute la journée, quoi. C'est notre affaire de médecin, c'est notre affaire de réanimateur, c'est notre affaire de système de santé de s'occuper de ça. C'est pas l'affaire de tout un chacun dont ça doit être toutes les conversations, toute la journée tourner autour de ça. Ça, on est arrivé à un traumatisme, à une espèce de folie, quoi. Ouais, c'est Ça va, je incroyable. réponds à votre question autour Oui, oui, de… oui, tout à fait. Mais c'est incroyable ce qui se passe depuis là, plus d'un an. Moi, je pense que les gens et la société et le système étaient prêts. Dans les années 70, ça n'aurait pas pu passer. Je pense qu'ils ont déjà essayé en 2009 de le faire passer. J'étais même tombé sur un document du Sénat que je vais essayer de retrouver où ils expliquaient qu'on pensait que l'OMS avait un peu créé une fausse. Je le lis ici, hein, donc c'est un document du Sénat. Donc, rapport du Sénat sur la grippe H1N1, rapport numéro 685, qui dit au paragraphe 3, la mise en cause de l'OMS, il dit la déclaration le 11 juin 2009 par la directrice générale de l'OMS d'une pandémie de grippe H1N1, d'emblée considérée comme de gravité modérée, du moins dans ses premiers jours, a rapidement suscité des critiques à l'égard de l'OMS, soupçonné au mieux d'avoir surestimé le risque et recommandé aux États membres des mesures disproportionnées et d'un coût démesuré, au pire, et c'est un rapport du Sénat, d'avoir inventé une pandémie sous l'influence des industries pharmaceutiques désireuses de rentabiliser leurs investissements grâce à l'application de plans nationaux. On est en 2009, c'est un document du Ouais, Sénat je l'ai lu, français. je l'ai relu au tout début de l'épidémie, ce texte. Je crois que tout le monde devrait le dire. C'est un rapport sénatorial sur la grippe C'est H1N1 en énorme. 2009. Et tout est déjà dit, effectivement. Si vous le lisez, vous pourriez juste changer le titre et mettre rapport du Sénat sur l'épidémie de Covid-19. Donc, ouais, en Bon, 2009, il y a un mécanisme qui s'est grippé et en 2020, ça a fonctionné. Vous êtes d'accord avec ça? ouais, peut-être, ouais, c'est possible. Alors après, comment dire ça?
Il y a beaucoup de gens, ils vont tourner autour de la gravité et puis on va vite arriver à des arguments émotionnels et plus rationnels. C'est-à-dire quelqu'un va vous dire, oui, mais moi j'ai quelqu'un de ma famille qui est mort, etc. Bon, ok. Et ça, je crois que c'est important d'en prendre soin, de ne pas essayer de démontrer aux gens que c'était rien. C'est pas rien. C'est pas rien, ne serait-ce que parce qu'on en a, par la façon dont on l'a traité ou dont on l'a pas traité, on a rendu ce truc-là beaucoup plus grave que ça n'était. Donc là, je voudrais me réconcilier en fait avec les réanimateurs qui disent ouais, t'es un rassuriste, tu dis qu'il s'est rien passé. Non, il se passe pas rien, on est d'accord. Mais ça ne justifie pas ça en fait. On fait pas une politique avec ça. Non. Parce que quand j'ai posé la question au ministre Decroix en conférence de presse de l'équilibre coût-bénéfice, il m'a parlé des faire-part de décès dans les journaux. On a tout sauvé, mais c'est incroyable. Donc, je suis d'accord que les gens, il faut comprendre leur souffrance, hein, mais il y a une différence. On ne fait pas une politique avec ça. Et pourtant, c'est ça qui est en train de se passer. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis sans regarder la big picture, quoi, c'est-à-dire la globalité de l'équation. C'est-à-dire qu'on puisse se tromper, qu'on puisse s'emballer sur un truc parce qu'on a une société extrêmement fragile qui est prise par toutes ces peurs, qui était déjà en délitement de tous les côtés dans le système néolibéral, mondialisé, capitaliste. Bon, ok. Quelque part, l'épidémie, c'est une chance. Elle nous permet de regarder ça en face, le fait que notre société elle est en train de s'effondrer réellement. Ouais, on y reviendra. Et ça Ouais. donne raison aux collapsologues et à tous les gens qui parlent d'effondrement. On est en train de s'effondrer. Et c'est pour moi une très bonne chose parce que c'était nécessaire et ça faisait longtemps qu'on devait regarder ça en face. Le problème, c'est qu'on refuse de regarder dans la globalité l'équation. Dans la globalité, c'est quoi? C'est que, OK, il y a le Covid, il y a les morts du Covid, il y a les gens qui ont des Covid longs. Tout ça, il faut en prendre soin. Il y a des gens qui ont la maladie, qui ne sont pas bien, etc. Mais il y a tout le reste. Tout le reste, c'est la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier? Qu'est-ce qui se passe au niveau démocratique? Mais quand vous faites la balance de ces deux choses-là, que vous mettez sur un plateau chacun, vous voyez que les effets collatéraux de la politique sanitaire, en fait, sont bien plus importants que la létalité et la morbidité de la maladie elle-même. Et ça, il y a juste un moment où on devrait le regarder en face. Donc nous, on a essayé de mettre en exergue des témoignages de souffrance, de montrer des choses qui se passent. Mais alors même qu'on a des chiffres très précis, remis à jour, enfin très précis, vous savez, tous les bémols qu'il y a sur les chiffres. Hein. Mais en tout cas, on nous fait croire qu'il y a des chiffres très précis, on nous les balance à la figure tous les jours sur le Covid. Par contre, on nous donne assez peu de chiffres sur les suicides chez l'enfant, sur la dépression chez l'enfant, sur les niveaux de Catastrophique. destruction de l'apprentissage scolaire, sur chez les jeunes, le décrochage scolaire et le décrochage universitaire, sur la perte d'espoir, on ne le mesure même pas en fait. Toutes ces choses-là, pourtant, elles sont là, quoi. Et c'est difficile de les regarder en face. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas les regarder en face. Parce que quand vous êtes institutrice ou professeur et que ça fait 1 an que probablement vous faites du mal aux enfants, si jamais vous le regardiez en face, ça veut dire que depuis 1 an, vous seriez un salaud. Et donc, vous allez préférer mentir. Vous allez préférer travestir la réalité parce que c'est trop difficile à regarder. Donc, je pense qu'il y a un moment, peut-être qu'il ne faut pas. C'est trop tôt pour essayer de démontrer quelque chose aux gens et qu'il faut plutôt parler de qu'est-ce qui pourrait nous unir et vers quel futur désirable on voudrait aller à partir de maintenant, à partir de ça. On dit ce qui s'est passé, ok, c'en est là. On le laisse de côté. Ça viendra quand ça viendra, les procès de Nuremberg, les purges, les réconciliations. Ok, ça viendra quand ça viendra, au rythme qu'il faudra. Moi, je suis plutôt pour une voie de la non-violence et de la réconciliation. Mais c'est plutôt de dire, à partir de ce point où on en est maintenant, comment on va vers quelque chose de chouette. Et à la fois au niveau sanitaire pour s'occuper de cette maladie. Donc là, moi, je suis très heureux que l'ARS en France, il y a 5 jours, ait enfin dit ah oui, c'est probablement une très bonne chose de surveiller la saturation par oxymétrie de pouls chez les patients à risque en ville. Ouais, ça fait jamais que 9 mois qu'on le dit. Hein. Donc, bon, bah, voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Donc, je serais très heureux quand, peut-être dans 3 semaines, ils diront c'est très important de faire des réseaux de soins avec les généralistes, les infirmières en ville et des infirmières coordinatrices pour traiter les gens correctement en ville. Et voilà. Et je serais encore plus heureux quand ils recommanderont la vitamine C, la vitamine D, le zinc. La vitamine D, vous savez qu'elle a été recommandée par l'Académie de médecine, par 5 sociétés de savantes en France, que dès le début de l'épidémie, dès mai, en fait, ils ont dit on est tous carencés en vitamine D, il faut se recharger. Il y a eu des études montrant que les gens les plus carencés en vitamine D et en zinc, c'est ceux qui faisaient les formes les plus graves. D'autres études qui montraient que quand on rechargeait les gens en préventif, ça diminuait la survenue de formes graves. D'autres études chez les gens qui avaient des formes graves, quand on les rechargeait, ou enfin qui rentraient à l'hôpital, quand on les rechargeait, ça diminuait la mortalité. Donc, bon, il y a un moment, quand est-ce qu'on arrête le délire et qu'on dit, ouais, allez-y. Surtout qu'il n'y a aucun risque. Exactement. C'est que là, pour le coup, ça ne coûte rien, c'est pas compliqué, il n'y a pas de risque. Alors, si on veut être pinaillé, il y a toujours des risques.
si vous buvez l'ensemble de la fiole de vitamine D, mais enfin, c'est juste du bon sens, quoi, hein, chaque fois que vous prenez un truc. Donc ça, c'est pas très compliqué. Puis on n'a pas du tout insisté sur le fait de prendre soin de son immunité par la joie, les rapports sociaux, la créativité, la vie professionnelle, toutes ces choses-là, l'activité sportive Le aussi. sport, oui. Les syndicats de médecine du sport en France, l'association de médecine du sport, a recommandé ça, de continuer à faire du sport tous les jours, et y compris pendant les confinements, plus d'une demi-heure par jour. Nous, on essayait de mettre en place, grâce à Violaine Guérin et Martine Vonner, il faut leur rendre hommage là-dessus, le sport sur ordonnance, c'est-à-dire une espèce de séquence de sport. On va essayer de mettre en place des flash mobs avec des artistes pour que les gens, à la fois, ça les fasse bouger, mais ça les fasse bouger ensemble. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça, qu'on a un craving pour la relation et il faut y aller parce que ça nous fait du bien. Alors, Réinfo Covid repose sur 4 piliers, hein, dont celui de… Vous parlez de réinformation, je crois, hein. Alors, j'avais envie de vous questionner par rapport au terme de contre-information, parce que je dirais, j'aime pas les termes belligérants, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans une guerre d'information et que la première victime de ce système un peu totalitaire, c'est la notion de vérité pour l'instant. Nous, si on a créé Kéros, donc le moment important pour le changement, Kéros, c'est parce que les médias de masse font pas leur travail de journalisme. Sinon, à la limite, on irait cultiver notre potager, on ferait d'autres choses. C'est un peu aussi une forme de lutte et qui tiennent pas du tout le rôle de quatrième pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de contre-information aussi, plutôt que de réinformation? C'est des mots, mais c'est peut-être important aussi. Pour beaucoup de gens, l'idée même de réinformation ou de contre-information est connotée d'extrême droite, en France, en tout cas. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de filiation. Vous m'entendez toujours, Alexandre? Ouais, C'est bon. ouais, C'est un peu coupé chez moi. ouais, j'ai vu l'écran. Parce qu'effectivement, il y a l'idée que ces concepts ont été forgés par des gens d'extrême droite. Alors moi, je connais mal cette histoire-là. Ouais. Et donc, est-ce qu'il faut rester dans la réinformation? Nous, on s'appelle Réinfo Covid, mais au départ, on s'appelait Collectif soignant Ouais, pour une politique sanitaire juste et c'est proportionnée. très Sauf long. que ce n'était pas très marketing. Et puis en plus, après, ça s'est encore élargi, parce qu'il n'y avait pas que des soignants, et des chercheurs, des universitaires, des artistes, des restaurateurs, des enseignants. Bon, c'était trop compliqué à dire. Donc, on est resté sur Réinfo Covid. Mais aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens que ça clive, en fait. Réinfo, ils se disent « Ah, mais ça voudrait dire que ce qu'on nous dit, c'est faux. » Bon, réveillez-vous, quoi. Bien Ouais, sûr que ouais, ce qu'on c'est vous dit ça. dans les Ouais, médias de ouais, masse, c'est ouais, faux, en ouais, fait. évidemment. Et donc là, on se heurte à quelque chose, c'est la servitude volontaire, c'est l'aveuglement volontaire, c'est le mythe de la caverne, c'est le refus de se retourner et de regarder autre chose que le mur du fond et les Complètement. ombres. Les gens, ils veulent pas regarder la lumière, et donc, parce que c'est traumatisant. Ça fait Et souffrir ça veut dire aussi. qu'il faut une certaine hauteur. Et on dit en médecine, quand il y a un diagnostic lourd, avec une thérapeutique lourde, on dit pas tout de suite. Donc, il faut y aller pas à pas, de manière stratégique, en fait. Accepter l'écologie de la personne en face. Accepter ses ressources propres. Et ça veut dire qu'il y a certaines personnes à qui vous allez pouvoir expliquer des choses sur le trucage des contrats passés avec l'Agence européenne du médicament et de la Commission européenne sur les vaccins, par exemple. Vous allez pouvoir leur parler de ça et ils vont accepter l'idée que il y a un énorme problème, quoi. Qu'on a un énorme problème de corruption systémique. On a des gens qui sont en poste à l'Agence européenne du médicament, qui étaient anciennement dans les lobbies des agences du médicament, enfin des Multinationales. industries du médicament. Ouais. Donc, on est vraiment dans ce jeu de chaises tournantes entre l'industrie et les structures administratives, qui est extrêmement nauséabond et qui rappelle tout ce qu'on sait déjà pour Monsanto et l'agroalimentaire ou des choses comme ça. Donc, on est dans le même problème de corruption systémique avec Big Pharma et avec Big Data. Mhm. Ça, vous pouvez le dire à certaines personnes, mais pour d'autres, ce sera ah non, c'est insupportable. Inaudible. Oui, je prends juste mon beau-père, il ne peut pas l'entendre. Ouais. Et pour lui, voilà, et lui dire les gouvernements sont corrompus et ne veulent pas votre bien. Ah non, ça, c'est pas possible. Parce Non, que il y a c'est beaucoup de passé gens qui dans sont une autre encore dimension. ouais, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans un mythe gaulliste que non, le gouvernement, c'est un bon papa qui voudrait que ça se passe bien, qui doit gérer, et particulièrement en France où on a une structure très centralisée. Donc, et puis surtout, si vous admettez que c'est vrai, ça veut dire qu'il faut que vous bougiez les fesses. Ça veut dire qu'il faut réagir. Vous avez plus le choix maintenant. Vous êtes soit un résistant, soit un collabo. Et ça, cette convocation-là, il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas la regarder en face. Et dire non, mais en fait, ça va, c'est bon, c'est pas grave, ça va revenir comme c'était, il n'y a pas de souci, quoi. Puis on leur mange ça. On fait cuire la grenouille doucement, on monte le feu. Ils veulent pas s'en rendre compte. La grenouille, elle veut pas regarder. Ouais, complètement. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a un texte de Attali qui date de 81, je crois, qu'on peut retrouver encore. Dans ce texte de Attali, il dit
on a un problème de surpopulation. Finalement, il va falloir se débarrasser des gens. L'euthanasie sera notre première arme. Ah bon? Super, merci Jacques. C'est des trucs qui vous laissent rêveur quand même quand vous les lisez, hein, que le type ait osé publier ça. La solution, et on entend presque le final dedans, hein, quand vous relisez ce texte de Jacques Attali. Je leur dis à chaque phrase que c'est Jacques Attali, parce que si les gens veulent couper ce petit morceau que je suis en train de dire, ils pourraient me faire dire l'inverse de ce que je suis en train de dire. Donc je vais redire à chaque fois que c'est Jacques Attali qui l'a écrit. Qui est d'un cynisme énorme. Qui est d'un niveau de cynisme absolument délirant, où il explique finalement, on pourrait peut-être se débarrasser des gros et des vieux en faisant ce qu'il faut pour qu'il y ait une maladie qui survienne. Dit Jacques Attali. Dit Jacques Attali. Et on aura pris soin de trouver le remède. Donc, il y aura déjà plein de gens qui meurent et on aura pris soin de trouver le remède parce que comme on ne peut pas faire des tests de QI à tout le monde, dit Jacques Attali, il faudra trouver un autre moyen de sélection. Et finalement, les idiots et les peureux iront eux-mêmes à l'abattoir. Il l'écrit comme ça. Donc, en 81. Donc, à la fin, vous vous dites, mais est-ce que les gens qui nous gouvernent sont cyniques et ne cherchent pas le bien commun? À l'évidence. Et en fait, quand moi j'interroge des amis algériens, des amis russes, eux, ils le savent très bien. Tous les gens qui ont déjà vécu en tyrannie, ils n'ont aucun problème avec ça, en fait. Ils acceptent l'idée qu'on n'est pas gouverné par des gens qui vous souhaitent le bien commun. On est gouverné par des gens qui ont chassé le pouvoir parce qu'ils étaient des pervers paranoïaques. Oui, une preuve de cet état de fait qui ne veulent pas du tout, qui ne désirent pas le bien commun et qui travaillent pour eux-mêmes et pour une petite minorité, c'est que tout débat était déjà impossible avant le Covid, mais maintenant, c'est vraiment la censure est incroyable et impitoyable. Vous-même, vous dites dans une interview que vous voyagez sur une ligne rouge quand même, mais il y a des mots, ou en tout cas des sujets que vous ne pouvez pas trop aborder, parce que comme vous dites, vous avez aussi un salaire. Donc, on doit quand même on doit presque tous s'autocensurer, quoi. Exactement. Ouais. Là, l'ordre des médecins, le code de déontologie a changé le 22 décembre 2021, je crois, à peu près, ou 24 décembre. Disons qu'en gros, moi, en tant que médecin, quand je parlais de médecine, je n'avais pas le droit de parler d'autre chose que ce que disait, en gros, la Haute Autorité de Santé et l'ARS. Une vision très particulière de la médecine et de la science, hein, où il n'y aurait qu'une seule vérité. La science, c'est le doute. Hein. C'est justement la contradiction et le dissensus qui amène à trouver de manière plus juste ce qui est souhaitable et ce qui est pragmatiquement faisable. Cette collusion, en gros, du pouvoir avec les médias, elle n'est pas nouvelle non plus. En fait, il n'y a rien qui est nouveau. Il n'y a rien qui apparaît avec le Covid. Noam Chomsky en parle déjà dans Manufacturing Consent et Serge Halimi, le patron du Monde diplomatique, en parle déjà dans Les Nouveaux Chiens de garde. Exactement, ouais. Quand il parle de la collusion du pouvoir médiatique et du pouvoir politique et du pouvoir économique. Et que finalement, les pouvoirs politiques et médiatiques sont des marionnettes au service de puissances économiques qui sont là pour fourguer leur cam, quoi. Et si on veut se donner la peine de se dessiller 2 secondes, c'est évident, quoi. En fait, c'est pas quelque chose qui paraît très fou quand on le dit. Donc, il y a des gens, juste, je crois, qui ne veulent pas le voir encore une fois parce que ça leur fait peur ou parce que c'est traumatisant. Donc, peut-être que ce n'est pas le bon endroit où on peut regarder. Alors après, sur la ligne rouge dont vous parliez ou la censure, il y a l'autocensure, vous l'avez dit. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes, par exemple, qui s'autocensurent, qui n'osent pas parler. Parce que s'ils parlaient de leurs conditions et tout, ça veut dire que peut-être qu'ils ne toucheraient plus leurs subventions. Il y a des restaurateurs qui s'autocensurent parce qu'aujourd'hui, finalement, les aides, ça leur permet de vivre à peu près correctement. Et s'ils réouvraient dans des conditions sanitaires strictes, ils auraient moins de salaire que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, ça veut dire chacun, en gros, est séparé, regarde son petit bout de la lorgnette chacun, et dit, bon, pour le moment, ça va, je survis, quoi. Bon, ça, c'est juste, c'est vrai. Mais à quel prix? Aujourd'hui, les aides pour les restaurateurs, c'est la fin de la vie sociale, déjà. C'est aussi une dette éternelle et infinie au niveau économique qui permettra tous les asservissements. La dette, c'est l'outil de l'asservissement. Et donc, on ne veut pas regarder trop ça en face. Enfin, pour la censure, là, je dis aux auditeurs de Kairos, la Réinfo Covid TV, Réinfo Covid 2021, on a 2 chaînes. En fait, elles ont été censurées déjà pour plus de 15 vidéos. Et c'est très compliqué pour nous parce qu'à chaque fois, on a des interdictions de publication et la chaîne de sauter, elle disparaît. On a une autre façon d'être censuré qui s'appelle le shadow banning, c'est-à-dire, en gros, Réinfo Covid n'apparaîtra jamais de manière spontanée dans votre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà regardé une fois. Même s'il y a 300 000. D'ailleurs, quand on cherche votre nom ou d'autres scientifiques qui ont une voix discordante, on tombe d'abord sur des articles où ils vous traitent de rassuristes, de complotistes. Et tout ça est fait pour vous présenter d'une manière
qu'on vous écoute plus, quoi. Et c'est la même chose pour nous. Ouais, tout à fait, ouais. Ou d'extrême droite, ou des choses comme ça, ce C'est qui me fait ça. bien marrer, parce que quand on me connaît un tout petit peu et qu'on sait qui je fréquente et tout ça, moi, j'ai pas besoin d'avoir une étiquette, j'ai pas besoin d'avoir un drapeau sur les épaules, si vous voulez, mais je suis intervenu à l'Université populaire de Marseille, qui n'est pas connue pour être d'extrême droite, mais plutôt au contraire communiste, marxiste. Je suis intervenu voilà, avec plein d'intellectuels autour de la monnaie, qui sont des universitaires, qui sont pas du tout voilà, qui n'ont pas d'étiquette politique de ce côté-là. Et puis après, je pense que l'idée serait de pouvoir discuter avec tout le monde, mais aujourd'hui, les médias définissent avec qui vous pouvez Mhm. discuter. Pour moi, l'idée de la discussion avec tout le monde, au contraire, elle permet d'écarter les gens des extrêmes. Dans l'idée du municipalisme libertaire, par exemple, de la Bookchin, il y a cette idée-là que si vous devez prendre en charge votre cité, vous pouvez faire un parti en disant, moi, mon étiquette, c'est ça. Ou bien vous pouvez dire, on se rassemble tous ensemble, on va se donner à nous-mêmes les règles du jeu, et puis on va essayer de voir. On a chacun des idées plutôt conservatrices, plutôt progressistes, on va dire. Et en fait, à plein d'endroits, ces deux types d'idées sont intéressants, quoi. Il nous faut un héritage d'un côté, et il nous faut ouvrir et essayer d'accepter des nouveautés de l'autre. Les deux sont vrais, en fait. Quelque chose Donc, d'inaudible quelque chose qui est inaudible pour la gauche aussi, hein, ouais, tout à fait, le discours. exactement. Aujourd'hui, la gauche ne fait que des listes citoyennes de gauche, n'admet pas d'amener des gens de l'autre côté. Donc ça, c'est très, très compliqué. Enfin bon, c'est un autre enjeu, hein, c'est un Ouais, enjeu ouais. politique. On dirait qu'en fait, la vraie volonté du pouvoir, c'est de disloquer toute capacité de connaissance et de pensée, et que même la violence, c'est pas vraiment le but ultime du pouvoir. Ils l'utilisent pour… parce que des gens qui se réunissent comme hier au bois de la Cambre à 1000, 2000, 3000, qui n'ont pas vraiment encore un discours politique, c'est le risque qu'on puisse commencer à se mettre ensemble, justement, et commencer à penser. Et donc, il faut utiliser cette violence pour empêcher les gens de penser. On préfère qu'ils soient devant Netflix avec un hamburger qu'ils ont commandé au McDo. Donc, voilà, j'ai l'impression que là, on est vraiment à un moment ultime où on ne veut pas que les gens connaissent. Mais en même temps, ça a un effet inverse parce que les gens essayent, ils se détournent énormément des médias de masse, j'ai l'impression. Beaucoup, pas tous, mais il y en a quand même qui se rendent compte de plus en plus, en tout cas, j'espère, ils font un peu d'espoir, que voilà, Rien fait Covid, Kéros et d'autres médias alternatifs, ben, c'est là qu'il faut aller, quoi. Ouais, c'est là. Et puis, j'ai tenu un discours public où j'ai dit que pour moi, la manifestation dans la rue, c'était pas une fin en soi, et c'était même peut-être pas un très bon moyen pour changer les choses. J'ai dit ça parce que j'ai été critiqué là-dessus. Et j'ai dit ça parce que l'expérience des Gilets jaunes montre que même avec une très très forte puissance populaire, ils se sont heurtés à un mur, ils se sont fait arracher la main, crever les yeux, battre en brèche dans les médias, enfin vraiment traîner dans la boue. Et à la fin, ils n'ont pas réussi Mhm. à transformer le pouvoir. Alors même qu'ils avaient tout ce qu'il faut pour le faire. Même cette volonté de ne pas avoir un chef tutélaire, etc., tout était très juste, en fait, pour moi, dans ce mouvement populaire-là. Euh, Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, les circonstances et la réalité doivent être vos petits maîtres. Elles doivent vous amener à changer. C'est pas vous qui allez imposer au réel quelque chose. C'est le réel qui va vous faire vous transformer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut contourner le mur. Il faut contourner ce dans quoi vous allez buter. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est que si vous êtes seul, vous n'allez rien pouvoir faire. Mhm. Vous allez vous faire écrabouiller au talon par le pouvoir. Et c'est la première chose que j'ai faite, moi, c'est de crier à l'aide, en fait. C'est-à-dire, aidez-moi. Et c'est comme ça qu'on a créé Réinfo Covid. C'est à partir d'un besoin d'entraide mutuelle. Et aujourd'hui, les gens peuvent faire beaucoup de choses. Souvent, il y a des gens qui nous écrivent, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est déjà un En aveu fait, vous pouvez d'impuissance. faire... Ouais, ouais. Mais en vrai, vous pouvez faire énormément de choses. Et là, je m'adresse aux internautes. Juste en créant votre chaîne YouTube, en re-uploadant la vidéo, en mettant des likes, en créant 3 comptes Gmail et en regardant juste 3 fois chacun la vidéo, avec à chaque fois l'adresse Gmail différente, bah, vous allez faire 3 vues au lieu d'une et vous allez faire monter en nombre de vues la vidéo de Kéros qui va passer de 200 000 vues à 600 000 vues, puis à 800 000. Et en fait, la puissance du nombre, la puissance de cette espèce de mining, de view et va tout changer, quoi. Vous Ça pouvez va écrire toucher. aux responsables de YouTube. Si vous êtes 50 000 par jour à écrire aux responsables de YouTube en envoyant les vidéos censurées en disant mais pourquoi? Et 50 000 fois par jour, le responsable de YouTube il reçoit Mhm. la même vidéo en lui disant mais pourquoi? Qu'est-ce qui passe dans ta tête? Et ça, vous pouvez le faire en fait. Vous avez besoin de personne pour le faire. Ouais, Et porter je trouve que plainte.
Ouais, plainte porter contre l'État plainte. aussi, contre l'État, je veux dire, parce que c'est l'État ça va revenir, c'est l'État qui accepte que, c'est là, c'est l'État qui accepte que YouTube ne respecte pas la liberté d'expression et le droit des journalistes. Et donc, en portant plainte, nous, par exemple, il y a une avocate qui porte plainte contre l'État à ce niveau-là, parce que la vidéo de Christophe de Brouwer, qui est un ancien président de santé publique à l'Université libre de Bruxelles ici et qui étudie les chiffres depuis plus d'1 an, elle était à peine depuis un jour sur Kéros, elle avait 27 000, 30 000 vues. Hop, ils l'ont enlevé, mais pas de bol, sa fille est avocate, donc elle va, on va essayer, hein, on ne sait pas si ça fonctionnera, mais c'est vrai que la censure est énorme. Je voulais venir aussi sur l'idée de non-violence, parce que, en fait, je suis assez d'accord avec, mais l'État fait tout pour qu'on réagisse violemment. Rien qu'hier, par exemple, il y avait des milliers de personnes qui étaient pacifistes, qui l'avaient dit. Elle avait dit qu'elle ne ferait rien, mais il y avait un petit groupe de 40 antifa, très violents. Et la police, et j'ai des contacts à la police, ils m'ont dit on n'a rien fait pour les arrêter, on a même attendu qu'ils lancent des bouteilles et des trucs pour charger tout le monde, en fait, et mettre tout le monde dans le même tas. La question que je me pose, c'est jusqu'à quand on va demeurer pacifiste, hein, parce que même Gandhi, Martin Luther King ou Mandela, on les a toujours présentés comme des grands pacifistes, mais ils avaient dit que dans certaines circonstances, la non-violence, je dis toujours, si on est dans la jungle avec des gens qui ont des kalachnikovs, si on est avec nos cure-dents, ça ne sert à rien. Donc ma question, c'est jusqu'à quand on pourra rester des irréductibles de la non-violence, parce que l'État devient vraiment là, rien qu'avec les gilets jaunes, comme vous avez dit, mais ils deviennent du violence extrême, quoi. Ils tabassent des jeunes de 15 ans. Hier, ils ont gazé des gens d'une manière incroyable, alors voilà, il y avait, rien ne le justifiait, quoi. Ouais, c'est difficile de tenir. C'est chaque jour renouvelé, en fait, cette histoire de non-violence. Et il y a beaucoup de méprise parmi les gens qui peuvent écouter mon discours en pensant que ce pourrait être l'idée de se laisser taper dessus. La non-violence, c'est pas de se laisser taper dessus. Et tu l'as dit, Gandhi, il dit si jamais la seule chose que vous pouvez faire, c'est de prendre des bâtons, des pierres et des fusils et d'aller vous battre, faites ça. Donc, on a tous des chemins différents. Mon chemin à moi, c'est celui de la non-violence. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit emprunter ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens, leur chemin à eux, c'est de réagir violemment, ça les touche tellement fort et ils ont tellement d'énergie à sortir. Pour moi, la voie de la non-violence, c'est de se dire que l'obstacle, encore une fois, est mon petit maître. Que si je me fais tabasser, que si des antifas, des black blocs ou ce que tu veux, viennent mettre le bazar, c'est OK, il faut que j'ai un service d'ordre au sein de la manifestation. OK, il faut que j'étudie ce que sont les antifas. OK, il faut que je traîne les antifas dans la boue médiatiquement et publiquement pour montrer ce qu'ils sont vraiment, des agents du pouvoir. D'accord. Et donc, me dit où je dois travailler. Je me fais tabasser par les policiers, il faut que je travaille en amont avec la police. Il faut que j'aille discuter avec tous et chacun pour les subvertir et que le jour de la manifestation, ce ne soit pas possible pour eux, en vrai. Parce que humainement, j'ai créé un lien avec eux. Et à partir de ce moment-là, vous avez déjà gagné. Parce que si la police n'est plus capable de taper sur les manifestants, c'est terminé du pouvoir. Et donc, ça veut dire, est-ce que ça se passe au moment de la manifestation ou ça se passe de manière interstitielle partout ? Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de se battre avec la police. Ça n'est qu'un jeu de dupes, c'est Guignol et Niafron et le pouvoir qui rigole dans son palais et qui dit, bah voilà, on les occupe. Et je crois que les manifestations, aujourd'hui, sont pour beaucoup faites pour vous occuper, pour vous faire perdre de l'énergie, du temps, pour vous mettre en colère. Alors qu'en fait, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire dans le réel. Dans 3 jours, les listes électorales pour les cantonales, les départementales et les régionales en France ferment. Faites des listes. Inscrivez-vous. Reprenez le pouvoir politique et électoral. Les départementales et les régionales en France, c'est le nerf de la guerre. C'est l'argent. C'est un énorme chéquier où vous pouvez passer votre temps à signer des chèques pour tout le monde. Et donc, ces élections, vous n'en entendez jamais parler. Et elles sont préemptées par des petits chefs mafieux, des seigneurs de la guerre locaux, voilà, des petits patrons de camarilla locale, qui sont aux ordres du pouvoir, qui sont les vassaux du pouvoir, et qui vont tenir leurs fiefs régionaux, qui est tout à fait dans l'idéologie néolibérale de l'Union européenne, où il y aurait une destruction des États, une destruction des communes pour mettre en place des intercommunalités, détruire les départements pour mettre en place des grandes eurorégions. Mais alors donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Passez votre temps à ça. Passez votre temps à vous mettre en lien, à dire mais comment on se met ensemble ? Comment on partage le pouvoir ?
comment on arrive à juguler les personnalités perverses et paranoïaques et narcissiques? Comment on se répartit les charges? Quel modèle de prise de décision on a? On est au vote, etc. Là, on a fait tout un ensemble de vidéos qui reprennent des éléments de gouvernance et de gouvernance partagée. Parce que pour moi, l'enjeu là, c'est pas d'aller manifester. L'enjeu, c'est de créer des structures suffisamment robustes et solides pour qu'elles tiennent sur ses deux pieds. Et à partir du moment où vous tenez sur vos deux pieds en tant que collectif, vous êtes capable d'attraper le kimono du pouvoir. Avant, c'est pas la peine. Vous serez foulé aux pieds. Et donc, c'est le fait de se heurter à un mur au bois de la Cambre, c'est ça que ça devrait vous dire. C'est arrêtez d'aller dans la rue, retournez-vous, structurez-vous, définissez ce que vous cherchez à faire et faites le bien. Et c'est ça la voie de la non-violence. Si tu veux, c'est de prendre les leçons de la réalité, de ne pas attaquer en premier. Il y a un moment, le système va tomber dans son propre vide. Les policiers, de taper sur des innocents, d'écouter toute la journée, de mettre sur écoute des gens comme toi et moi, en fait, où à chaque fois on parle de bien commun, d'essayer de faire mieux pour le monde, tout. Mais les types qui écoutent, c'est à mais je suis au pays des bisounours, pourquoi je les écoute, ces gens-là, quoi? Pendant qu'il y a des pervers qui cherchent à faire des milliards d'euros et de dollars en essayant de fourguer des médicaments véreux ou des trucs relatés. Mais jusqu'à ce que ces gens se transforment, quoi. Ouais, Donc, donc il faut c'est tout le travail de l'annonce. une Désinvestir le pouvoir de ce qui est. une désobéissance civile intelligente aussi. Oui, oui, il y a aussi ça. C'est l'idée que c'est plutôt de jeter des briques contre le temple ou contre le pouvoir. C'est enlever les briques du temple, une par une. En fait, structurez-vous en réseau local. Info Covid, Kairos et autres, de gens qui ont au clair ce qu'ils cherchent à faire. On cherche à manger, on cherche à se loger, on cherche à éduquer nos enfants, on cherche à avoir de la culture, de la beauté, de l'art, de la paix. OK, Des choses une simples. fois qu'on a posé ça, c'est des choses simples et c'est les besoins fondamentaux d'un groupe humain. Cherchons à faire ça. On a, on a besoin de manger. Structurons des réseaux d'alimentation avec une monnaie locale qui échappe à la fiscalité, qui échappe au contrôle de Hong Kong et de HSBC ou de je sais pas qui, n'importe quelle grosse multinationale bancaire. Mais tu penses que c'est possible dans une grande ville? Structurer ça. C'est difficile, c'est plus Comment? difficile. C'est plus difficile dans une grande ville, évidemment, mais bon. Ouais, mais ça doit nous dire autre chose aussi. C'est les grandes villes C'est pas un ne sont modèle. pas des espaces vivables. Ce système-là n'est pas vivable, en fait. Et aujourd'hui, à Paris, les gens ils le comprennent tellement qu'ils se tirent tous, en fait. Tout le monde se casse et achète des maisons à la campagne. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour moi, c'est extrêmement sain. On ne peut pas continuer à vivre tel qu'on vivait. Un monde où il y aurait une prédation des ressources en Amérique du Sud, en Afrique, en fomentant des guerres de tous les côtés, de la violence ultra importante, en oppressant des populations. Pourquoi? Pour aller produire ensuite des biens de consommation en Asie du Sud-Est, qui serait l'usine du monde, qui dégueulasserait le monde et l'Asie du Sud-Est de manière exponentielle au niveau écologique, pour ensuite être des gros consommateurs en Europe et en Occident et aux États-Unis. Ce modèle de la mondialisation-là, que j'ai résumé de manière un peu simpliste, hein, sûrement. Non, mais Mais en c'est un gros, il peu n'est pas ça. tenable, il n'est pas viable, il emmène, et Intenable. tout le monde le sait. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut relocaliser l'économie. Ben, n'attendez pas, faites-le. N'attendez pas que le pouvoir le fasse pour vous ou que Big Data le fasse pour vous en vous mettant un pass sanitaire qui va vous contraindre à rester enfermé chez vous et qui va vous emmener par Uber Eats et quelques esclaves sur leur vélo de quoi manger. Remettez-vous en lien avec les agriculteurs, remettez-vous en lien avec les AMAP, recréez ces réseaux-là, faites des restaurateurs qui échappent au radar, etc. Ça, c'est de la résistance civile, de la désobéissance civile intelligente, quoi. J'en ai déjà parlé, mais un restaurateur qui veut ouvrir tout seul son restaurant aujourd'hui, il va dans le mur. Il faut qu'il le fasse avec toute sa rue, qu'il ait convaincu tout le monde. Et c'est ça le gros travail d'amont. Et puis qu'il le fasse en jouant avec le pouvoir, en mettant une table pour les policiers, en mettant une table pour les députés, en mettant une table pour Chalençon. Alors, regardez, voilà, vous savez, c'est ce Parisien qui fait toujours Des probablement, repas, là. oui, des repas pour l'élite qui se contrefout des mesures qu'elle nous impose, en fait. Il y a quand même un niveau de cynisme que les gens ont du mal à regarder en face. Hein. Mais enfin, voilà, à la fin. Ils continuent leur fête, hein, on est sûr. On essaie de les coincer Oui, ici en oui, c'est Belgique, sûr et mais certain. ils continuent. Le niveau de perversion des élites au pouvoir, si vous voulez, est tel que je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais on n'a pas besoin de violence. Ces gens-là vont s'auto-détruire. Leur vie est déjà un cauchemar. Et donc, mettre de l'art, de la beauté aussi dans ce que vous faites. Si devant le restaurant, il y a une troupe de théâtre qui fait une représentation théâtrale et puis une foule, etc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la police qui va arriver, elle va devoir franchir le cordon de la foule, puis voir les artistes, puis rentrer, puis voir que là, vous leur proposez une table, dites voilà, vous avez besoin de chasser les bandits, nous, on a besoin de manger et de se réunir. Est-ce que vous voulez bien prendre un repas avec nous? Et là, dans ce don-là, et puis en plus, vous leur dites c'est un repas anti-Covid, il est riche en vitamine C, en vitamine D, en zinc.
vous avez mis le gel hydroalcoolique, vous avez fait les distances qui vont bien. Qu'est-ce qui va vous arriver? Et même si vous arrive quelque chose, quoi. Justement, c'est aussi ça dans la désobéissance civile, c'est savoir ce que vous risquez. Si vous savez ce que vous risquez, vous partez pas comme un chien fou. Donc, se renseigner sur ce que vous risquez au niveau pénal. Et d'emblée, avoir des avocats. Et d'emblée, avoir un dossier, avant même que ça commence. Et puis, les gens que vous impliquez dans votre affaire, le collectif de citoyens qui va venir, le collectif d'artistes, c'est pareil. Vous savez ce qu'ils risquent. Et vous avez mutualisé les frais pour l'avocat. Vous l'avez déjà embauché, le mec. Et là, allez-y, faites-le à ce moment-là. Et là, c'est intelligent. Là, vous risquez rien. Parce que voilà, c'est la grosse différence entre la désobéissance civile individuelle, où vous allez vous faire piétiner, et la désobéissance collective, qui va vous amener énormément de puissance. Au Québec, il y a des gens qui vont magasiner sans masque ensemble dans les supermarchés. Ils se donnent rendez-vous par Twitter ou je sais pas quoi, et ils y vont à 800 dans un centre commercial en même temps. Et ben voilà, ils vont magasiner sans On ne peut masque. rien leur faire. C'est très bien. Et il n'y a personne pour les arrêter. Et si on les arrête, ils disent OK, vous avez 800 paniers en moins. Boycott. Ça fait longtemps que ces outils-là, ils existent. Le boycott et le boycott sont extrêmement puissants dans un système qui est régi par l'argent. La seule question pour les mettre en place, c'est d'arriver à mettre en lien suffisamment de monde. Je trouve que c'est exactement ce qu'on fait Kairos, Laissons les médecins prescrire, Réinfo Covid, Martine Vonner, Carlo Brusa, tout ça. C'est de mettre en lien une communauté de gens qui commence à être suffisamment conséquente pour faire peur au pouvoir. Ils ont Et peur. donc, et qui avait déjà été qui était déjà préexistante avec les Gilets jaunes. Et donc, sur les Gilets jaunes sont venus se réagglomérer des gens qui voulaient se soigner autrement, des gens qui voulaient arrêter d'être des esclaves. Et ça veut dire qu'en fait, on est extrêmement nombreux. La question, c'est juste comment on se coordonne. Et donc là, je renvoie encore une fois, mais c'est comment on se structure. Et nous, on passe énormément de temps à Réinfo Covid à réfléchir au modèle organisationnel. Parce que pour que ce ne soit pas une tyrannie, que ce ne soit pas une start-up, que ce ne soit pas une administration lourdingue, mais que ce soit quelque chose de beaucoup plus agile, de beaucoup plus subtil, qui passe son temps à évoluer et laisser les individus porter des projets tout en ayant un nous qui protège ces projets et que le projet soit au service du nous. Ouais, la stratégie est très importante, hein. Elle est peut-être un peu laissée pour compte, mais il faudrait beaucoup plus y penser. J'y pensais justement hier. Alors, pour dire à quel point ils ont peur, j'ai un bon exemple, c'est l'édito de Béatrice Delvaux, l'éditorialiste en chef d'un quotidien belge qui s'appelle Le Soir, qui disait, Béatrice Delvaux, c'est l'éditorialiste en chef d'un quotidien le plus vendu en Belgique qui s'appelle Le Soir. Le souci n'est plus seulement le virus et ses variants assassins, mais le risque d'une autre contagion, la désobéissance civile. Alors qu'il faut savoir que Le Soir, ça appartient à la famille Urbain, qui est une des familles les plus riches de Belgique. Donc, écoute, puisqu'on a commencé à se voyer, mais on s'entend bien, donc c'est plus sympa de se tutoyer. Donc, je me permets, tutoyons-nous. On n'a pas beaucoup parlé du vaccin, hein, c'est la chose dont on ne peut pas parler, mais j'ai quand même envie de poser une question qui me taraude, c'est qu'est-ce que tu dis à une personne qui te dit qu'elle va aller se faire vacciner, qu'est-ce que tu lui réponds, toi, scientifique, je veux dire médecin? Alors en même temps, là, on dit qu'elle a le choix, qu'elle a le droit. Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas d'informations libres, il n'y a pas de décision éclairée, hein. Mais bon, disons Ouais, que tout à fait. Ouais. dans le contexte dans lequel on est, qu'est-ce qu'on répond à une personne comme ça qui veut aller se faire vacciner? Je crois que avant même de répondre, il y a besoin d'écouter. Il y a besoin de relancer une écoute. Je te donne un exemple. Quand quelqu'un arrive au bloc opératoire et dit ça va faire mal la perfusion, tu réponds oui, tu réponds non, mais en fait, c'est pas ça la question. La vraie question, c'est de lui renvoyer en miroir. Vous avez peur que ça fasse mal la perfusion? Et là, la personne va pouvoir essayer d'explorer par elle-même qu'est-ce qu'il y a au fond de cette question-là. Parce que souvent, on prend l'interrogatif pour un impératif, comme si on devait répondre, notamment avec les médias, quoi, comme si on devait répondre. Mais on peut répondre à côté. Tout On à peut fait, ouais. répondre autrement. On peut, surtout dans cette discussion, c'est renvoyer la réponse, en fait, la question à la personne pour l'aider à gratter qu'est-ce qu'il y a au fond. Tu veux te faire vacciner? Ouais, parce que quand même. Et là, vous allez voir où est-ce que ça touche. Parce que la personne va devoir justifier ce pourquoi elle choisit la vaccination. Et ce n'est pas à vous de lui répondre initialement, ce n'est même pas à moi, le médecin, de répondre. Et c'est la même chose quand je discute avec des familles qui ont des proches qui sont en réanimation. Quand ils commencent par dire, mais alors qu'est-ce qui se passe, tout ça, je renvoie à la question, qu'est-ce que vous avez compris? Et je vais voir où est-ce qu'ils en sont. Où est-ce qu'ils en sont de leur cheminement intérieur, où est-ce qu'ils en sont de la compréhension technique de ce qui est en train de se passer, de la compréhension émotionnelle, de la vie familiale. Et donc,
Mon idée, c'est que quand quelqu'un me dit ah tiens, je vais aller me faire vacciner, ou bien qu'est-ce que tu en penses de la vaccination, c'est de rebondir sur la question pour la reposer à la personne. Ça va Donc ça, c'est la Ouais, première ouais, mais chose en de même mettre. temps, ouais, Et mais en même gratter temps, sur- ils sont et pris là, on va dans. avoir plusieurs Il y a, profils il en y a- face il de y a- soi. il y a une véritable propagande là pour l'instant. C'est énorme. Ici en Belgique, ils disent tant qu'il n'y aura pas de Oui, 70% de ouais. personnes Mais vaccinées, justement, on vous fera rien, n'allez quoi. pouvoir rentrer en relation et en discussion que si vous respectez l'écologie de la personne et où elle en est. Parce qu'il se pourrait que vous parliez complètement à côté de la question pour la personne, si vous n'avez pas pris soin d'explorer où elle en est. Donc, si vous lui dites, ah ouais, tu veux te faire vacciner, et tu sais pourquoi ou pas? Et avec bienveillance, hein, je veux dire, pas ni en raillerie, ni quoi que ce soit. Et la personne va vous dire, oui, mais tu sais, moi, quand même, je suis hyper tendu, obèse, diabétique, puis j'ai un certain âge, voilà, je préférerais pas l'attraper. Tiens, ça, c'est intéressant. Parce que là, vous voyez que c'est vraiment un problème de peur du virus, qui est peut-être légitime en plus, hein, qui est peut-être juste. Mais ça veut dire qu'il va falloir se rassurer et plutôt que de parler du vaccin, de parler de comment on peut prendre soin de soi, de comment on peut prendre soin de son immunité, de comment on peut prévenir la transmission chez ces gens-là en se lavant bien les mains, peut-être avec un FFP2 pour les moments où ils sont en relation avec beaucoup de monde, peut-être avec l'idée de se surveiller de près, avec l'idée de renforcer son immunité par des traitements vitaminiques, par des substituts nutritionnels ou vitaminiques, puis d'avoir sous le coup d'un traitement pour si ça arrive quand même. Parce que cette question-là, vous allez l'aborder aussi. C'est même vacciné, il y a des gens qui l'attrapent quand même. Donc, ça vaudrait le coup peut-être de réfléchir à comment on se traite quoi, là-dessus. Et donc, ouais, il y a ce premier aspect-là. Puis, vous n'avez pas encore commencé à parler de vaccin. Pourtant, vous avez donné des pistes aux personnes. Vous avez déjà commencé à les rassurer, à parler de ce qui les touchait le plus, c'est la peur de mourir, la peur d'être malade. Et donc là, vous avez peut-être pu réégrainer le fait qu'il y a quand même assez peu de gens qui sont malades graves. Et il y a très, très peu de morts. Et donc, OK, c'est vrai, il y a le virus, mais il faut aussi souffler un coup, quoi. Il faut continuer de vivre. Euh, et puis, à un moment, vous allez pouvoir en arriver à la vaccination éventuellement, à l'injection immunogène. Hein, si on passe sur YouTube, on peut parler de ça, quoi. L'injection à visée immunogène, voilà, l'immunité artificielle qu'on cherche à induire. Euh, vous allez avoir d'autres profils de gens qui vous disent non, mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre, Mhm. je veux que ça s'arrête, en fait, et j'ai envie de reprendre ma vie, quoi. J'ai envie de pouvoir voyager. Ah, Il y en a pas d'accord. mal. OK. Et si on parlait du voyage, en fait, dans toute la, comment dire ça, en étant bienveillant, tout plein de gens qui ont des ressources, on va dire, qui sont dans les centres-villes, qui ont finalement tout à perdre à ce que le monde change. Parce qu'ils sont en situation de pouvoir financier, effectivement, où ils ont l'impression de l'être. Et donc, euh, eux, ils voudraient continuer à pouvoir consommer le monde. C'est ça, ouais. Et cette question-là, ça vaut le coup de la soulever au passage, dire, mais tu penses que il faut revenir à cette vie-là, de pouvoir voyager n'importe où, n'importe comment, faire le tourisme de masse en Thaïlande, à Prague, en Égypte. C'est juste ça, à ton avis, cette façon de vivre là qu'on a, nous, occidentaux, Qui par est une, l'impact de notre puissance financière. qui est Et, souvent une et- et fuite. donc là, on peut en profiter comme un prétexte pour ouvrir ce débat-là, pour petit à petit montrer qu'il n'a rien à voir avec l'idée d'injection immunogène, que c'est une méprise en fait, qu'on mélange les choses en fait. On peut parler du vaccin, etc. Au niveau sanitaire, au niveau de la maladie, c'est intéressant. C'est peut-être même un outil. Je veux dire, moi, je crache pas dessus. Hein. Peut-être que c'est utile quoi pour diminuer l'infection, etc. Pour le moment, c'est pas démontré. Pour le moment, il y a rien qui nous dise que ça diminue la contagiosité. Donc, et puis, je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'être prudent et patient, de ne pas se précipiter sur ces choses-là. Bon, voilà. Euh, mais ça, c'est une problématique médicale, on va dire. C'est une problématique sanitaire. Ce n'est pas une problématique des droits et des libertés et du contrat social qu'on a ensemble. Et je crois que ça permet chez ces gens-là de dire, mais on n'est pas en train de confondre quelque chose là. Tu es en train de me parler de vouloir voyager, de vouloir reprendre ta vie d'avant. Mais est-ce que c'est juste déjà ça, cette question-là, quoi? Est-ce Ouais, qu'on ouais, passerait pas un peu à autre chose ensemble? ouais, tout à Après, vous fait. avez encore un autre profil de gens qui vous disent, bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi, quand ils disent tu vas te faire vacciner, que vous dites, mais pourquoi tu vas le faire? Je sais pas. Ah bon?
Donc là, ça vaut le coup d'aller tirer pourquoi, parce que tout le monde le Conformisme. fait. Et donc là, on est en train de parler de conformisme, en fait. On est en train de parler de juste, OK, tout le monde le fait, je le fais, quoi. Je réfléchis pas. Et ça vaut le coup, à un moment, d'éclairer, de remettre un miroir à la personne. Tu sais pas pourquoi? C'est pour faire comme tout le monde, tu penses? Juste cette question-là, comme un accouchement socratique, quoi, une maïotique, pour aider la personne à prendre conscience. Parce que si vous lui parlez du vaccin, du fait qu'il y a telle ou telle cellule, etc., peut-être qu'elle ne sait pas du tout ça son problème. C'est de prendre conscience déjà qu'elle est dans le conformisme. Et donc, tu vois, je n'ai pas une réponse univoque à ta question parce qu'en fait, Non, ça non, non, dépend non. beaucoup de la personne que je vais rencontrer. Je crois que c'est vraiment ça que je voudrais dire. C'est plutôt que d'avoir un argumentaire tout prêt à déballer, etc. C'est prenez chacun là où il en est et avec respect pour son écologie. Si c'est quelqu'un qui est dogmatique, pro-vaccin, pour qui le vaccin, c'est une religion, faites-le réfléchir à côté. Faites-le réfléchir à la liberté. Faites-le réfléchir à la façon dont on vit, etc. Enfin, il y a des gens qui le font. Quand tu leur demandes, ils te disent, et j'en ai plein parmi les soignants dans l'hôpital, hein, qui même m'écrivent, me soignent, viennent me voir, et me disent, non, mais c'est parce qu'on va nous obliger. Ah bon, Ils mais pour le moment, tu anticipent n'es pas tout. obligé. Ouais, pour le moment, tu n'es pas obligé. Donc, il y a une espèce de soumission à l'autorité, de servitude volontaire à ce moment-là, et de peur de l'autorité. Et donc, j'ai des soignants, et ce dont je me rends compte, c'est qu'ils sont très nombreux et qu'ils ne se sont jamais mis en lien. Ils n'ont jamais dit, mais en fait, on va y aller. Pourquoi? Parce que le syndicat qui est censé les représenter, en fait, il est pro-vaccinal aussi. Ouais, Et il est pro-restriction de liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore une fois un petit maître, la réalité. C'est que les structures syndicales aujourd'hui ne sont plus les représentants des travailleurs et ne servent plus à rien dans le dialogue social. Mais bon, ça, c'est une vraie question de fond et ça veut dire qu'il faut qu'on recompose quelque chose. Ensuite, et- ça aboutit à une aporie. Là, on est sur Kairos, donc je peux parler un peu en grec, quoi, ça va. Aporia, c'est le bout du raisonnement qui tourne en boucle, qui une a plus de sens, contradiction en fait. irrésoluble. Voilà, et le bout de l'aporie, c'est quoi? C'est des soignants qui me disent, bon, ben, on va faire un faux. Ah, on arrive à l'imposture, en fait. C'est qu'à la fin, on voudrait continuer à vivre dans un monde d'imposture, parce que c'est plus facile de vivre l'imposture que de prendre la responsabilité de dire non et de structurer une limite nette et Ouais. précise. Et là, on en revient à la non-violence. La non-violence, c'est la capacité à structurer la limite. Tu ne vas pas plus loin que ça. C'est tout. Et il y a tout un art de l'esquive, il y a tout un art de récupérer la force de l'adversaire comme une sorte d'aïkido, de dire tu ne vas pas plus loin que ça, en fait. Et là, il faut convoquer à la fois la discussion individuelle, la discussion juridique, c'est-à-dire quels sont les droits, et de travailler sur les droits et de s'en servir. On a la chance d'être en France, la chance d'être en Belgique, la chance d'être dans des pays qui quand même ont un corpus juridique qui tient la route, quoi, qui n'est pas complètement laminé par une petite famille de juntes militaires qui a décidé de prendre le pouvoir et dire bon, bah, maintenant, hein, je m'en contrefous. Si tu n'es pas d'accord, tu vas en tôle ou au goulag. Donc on a cette chance-là, quoi, et cet héritage-là. Et là encore, je crois il faut l'utiliser, en fait. Ça répond un peu à ta question. Ouais, Donc, ouais, je tout suis à un peu à fait. côté de la question Non, non, vaccinale, non, hein. Mais si j'avais une, question, une sous-question supplémentaire que je me pose. J'ai un peu la réponse, mais j'aimerais bien que tu le dises. Est-ce que tu penses que si le vaccin, la vaccination ne rapportait pas autant à des multinationales, elle aurait été choisie comme solution ultime, je veux dire solution, même pas ultime, première solution plutôt. Ouais, mais déjà, en fait, c'est une idée fausse de penser qu'il y a une solution à un problème. C'est une logique ingénieure tellement 20e siècle ou 19e siècle. La réalité, c'est qu'à une situation inextricable et complexe, bah, il y a plein d'éléments qui peuvent aider, d'autres qui peuvent amener à encore plus de bordel et de problèmes. Et que penser qu'on va avoir une baguette magique, c'est une expression qu'on a eue en même temps, It's the out. Moi, j'en revendique la primeur en termes de temporalité, mais il le redit souvent maintenant. Il n'y a pas de baguette magique dans cette épidémie. Il y a juste à la prendre de manière pragmatique et prendre tous les éléments, comme je t'ai dit tout à l'heure, le parcours patient, les traitements précoces, le renforcement de l'immunité, le renforcement la stabilisation des maladies chroniques des gens, de leur hypertension, de leur diabète, etc., la prise en charge de ça, le renforcement des structures hospitalières et de comment on soigne les gens dans l'hôpital, l'intelligence d'avoir une certaine plasticité, une certaine souplesse dans les structures de réanimation. Comme je vous l'ai dit, à 50% des gens, en fait, ils n'ont pas besoin d'être intubés, ventilés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être dans une réanimation lourde. Ils peuvent être en unité de soins intensifs.
qui nécessitent moins de personnel, moins de médecins, une surveillance un peu plus lâche, mais qui vont aller bien quand même. Donc, ça veut dire qu'on surcharge les réanimations avec des malades qui n'ont pas besoin d'être en réanimation. Ça veut dire améliorer l'aval, la sortie des malades de réanimation vers les services, la sortie de services vers le domicile ou vers des centres de suite et de réadaptation. Parce que pour le moment, c'est toujours favouille à plein d'endroits. C'est toujours pas très bon. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils stagnent à l'hôpital. Aujourd'hui, dans un service Covid de standard comme dans mon hôpital, il y a 25% des patients, ils n'ont pas besoin d'être à l'hôpital. Ils pourraient être à la maison. Sauf qu'on n'a pas mis en place les réseaux de soins qui vont bien. Donc là-dedans, effectivement, l'injection immunogène comme baguette magique qui résoudrait tous les problèmes, ça procède d'une pensée magique, en fait, d'une pensée qui voudrait se débarrasser du problème. Mais Stéphane Ah, vas-y, excuse-moi. Vous ne pouvez pas vous débarrasser d'un problème. Vous devez faire avec, vivre avec, et le résoudre progressivement. Et en fait, vous vous transformez au passage. Le problème, il est là pour vous transformer. Il n'est pas là pour que vous détruisiez. Parce que sinon, il va revenir plus fort et pareil. C'est-à-dire que là, tu veux mettre une injection immunogène pour éradiquer un virus. C'est une vision complètement simpliste du vivant. Encore une fois, c'est le XXe siècle, quoi, ou le XIXe siècle même. Le XXIe siècle, c'est l'idée que, en fait, on vit environné d'agents infectieux dans lequel on est en interaction entre vivants, avec une certaine diplomatie, qu'on laisse rentrer en nous, d'autres qu'on laisse à l'extérieur, d'autres qu'on laisse plus ou moins poreux. Et en fait, ça passe son temps à se négocier, à évoluer. Si tu veux détruire un ennemi, il y en aura un autre qui reviendra. Parce que la niche écologique, elle sera toujours là. Il y aura toujours des gens obèses, hypertendus, diabétiques, fragiles, des gens immunodéprimés. Et donc, ce ne sera pas le coronavirus du SARS-CoV-2, mais ce sera, je sais pas, la grippe de l'année prochaine. Ce sera le SARS-CoV-3, ce sera le SPARS, comme dans l'université Johns Hopkins. OK, donc c'est une illusion, en fait, l'éradication. C'est une vision complètement con, en fait, de la relation du vivant. C'est une idée de la guerre, en fait. Moi, je vous amène à une idée du combat. Le combat, c'est quoi? C'est pas l'éradication de l'ennemi, c'est danser avec l'ennemi et se transformer l'un l'autre au passage, jusqu'à la fin, faire la troisième mi-temps et boire un coup ensemble, boire un coup avec le SARS-CoV-2. Parce qu'actuellement, l'immense majorité des gens, ils boivent un coup avec le SARS-CoV-2 et ça se passe bien, en fait. Et ils n'ont pas de maladie grave. Donc, travaillons là-dessus, quoi, sur des dynamiques positives de transformation, pas des idées négatives d'éradication. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée même d'un vaccin qui permettrait de l'éradiquer, elle est débile. Et la réalité pratique, en plus, elle est contre-productive. C'est-à-dire qu'on a fait un vaccin contre Spike de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'en fait, il est moins actif sur les variants, qu'il n'est pas actif sur certains variants comme le sud-africain, qu'il va être probablement pas du tout actif sur encore d'autres variants. Et donc, en fait, on va laisser émerger un autre variant sur lequel ça ne marchera pas. Et quoi? On va se vacciner tous les 2 mois ou tous les 3 mois. En fait, on comprend que ça y est, l'humain est devenu une vache à lait de l'industrie vaccinale. Et que ça ne changera rien, en fait. Ouais. Donc, voilà. C'est ça que je voulais dire. La baguette magique, elle arrange certains. Par exemple, Stéphane Bancel, patron de Moderna, qui est devenu milliardaire en quelques mois. Donc, je me dis aussi que peut-être que s'il n'y avait pas d'argent derrière tout ça, il y aurait eu des débats, il y aurait eu des discussions et le pognon régit le monde quand même, quoi. Et la question vaccinale, elle est imbibée dans cette question monétaire, hein, dire, Ouais, de profit. elle est complètement liée à la question financière. Et je crois que ça aussi, c'est un des problèmes qu'on doit regarder en face. C'est quand est-ce qu'on fait du soin qui arrive et comment on fait pour faire du soin qui échappe à la mainmise de l'industrie pharmaceutique ou à l'industrie de la data. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la data est tout aussi prépondérante en fait dans le système de santé. C'est elle qui décide ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Vous avez vu qu'à la fin, c'est la fondation Bill et Melinda Gates qui décide si vous vous vaccinez ou si vous ne vaccinez pas. Ça ne va pas en fait, parce que ça veut dire qu'on a perdu la souveraineté en fait des États dans leurs décisions et que c'est plus les peuples qui décident de leur destin. Ce sont quelques personnes dans la Silicon Valley ou au fin fond d'une tour dorée dans un gros fauteuil. Bon, est-ce que c'est le futur qu'on veut ensemble? Moi, en tout cas, c'est pas celui-là que je veux pour mes enfants et donc je ferai tout pour qu'ils soient différents. Alors, pour terminer, Louis Fouché, je voulais te demander, par rapport à cette crise, pour terminer sur une note vraiment positive, cette crise est paradoxalement une grande opportunité parce qu'on sort un peu d'un état de léthargie où tout continuait à dire, on était vraiment à la limite dans le grand spectacle avant où tout le monde était dedans. Mais non, c'est toujours ça. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sortent de la scène là et qui commencent à dire, ou qui rentrent en scène plutôt. Ça va pas. J'ai bien aimé l'édito de début avril où
où vous disiez toute l'équipe de Réinfo Covid, mais justement, toute l'équipe de Réinfo Covid adresse un grand merci à tous ces contradicteurs et au coronavirus. Et le Chapeau début, bas. c'est tout d'abord, chapeau bas à tous ceux qui ont réussi à transformer le coronavirus en crise sanitaire mondiale, en pandémie globale. Merci aux médias alarmistes, merci aux politiques dictatoriaux, merci aux scientifiques corrompus ou dogmatiques. Donc, c'est un peu ironique, c'est ironique, mais moi je trouve ça fantastique parce qu'il y a un moment d'opportunité, là, le Kéros, il est là. Ouais, exactement. Ouais, ouais. On est en plein dans le Kairos. Et cet édito, je pense qu'il fera date en vrai, qu'il va devenir viral quand il aura été mis en scène par des internautes et qui montreront ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est vraiment la voie de la non-violence. Moi, je la comprends comme ça. C'est-à-dire, encore une fois, la crise est une opportunité. Christiane Singer, elle l'écrit, elle dit, elle parle du bon usage des crises. Et elle dit il faut descendre jusqu'au fond. Il faut être noyé dans les boues et dans l'autodestruction pour arriver à remonter. Il faut descendre au fond de la piscine pour mettre le pied, pour donner un coup de talon, quoi. Donc, il y a des gens, ils ont touché le fond de la piscine il y a 40 ans. Il y en a d'autres, ils l'ont touché il y a 10 ans. Il y en a d'autres, c'est au début de la crise. Il y en a d'autres, c'est maintenant. En fait, chacun à son tour va être convoqué à le faire. On peut faire semblant de ne pas l'entendre et essayer de vivre à l'intérieur, de vivre comme s'il ne se passait rien. Mais je crois que ceux-là, en fait, c'est ceux qui vont payer le plus lourd tribut. C'est-à-dire qu'eux, ouais, ils vont se noyer, en fait. Ils seront emportés dans le déferlement totalitaire, ils seront emportés dans la destruction financière de nos vies. Ils perdront toutes leurs propriétés, etc. Et à la fin, la gueule de bois va être extrêmement rude quand ils vont se réveiller enfin. Et je crois que c'est un des rôles de ceux qui ont un peu compris peut-être avant, c'est d'accueillir tous ces gens-là. De les accueillir avec bienveillance en disant, mais OK, c'est bien, en fait, maintenant, on va t'aider et on va faire le monde meilleur qu'on veut ensemble. Parce qu'on pourrait être tenté de vouloir des purges, de vouloir se venger, de vouloir dire ouais, Blachy a changé d'avis, c'est une girouette, il change d'avis comme de chemise, etc. Ou au contraire, on peut se dire non, c'est bien, en fait, c'est une preuve d'intelligence. C'est bien, chacun à son tour va le faire. Accueillons-le, quoi. Accueillons-le parce que maintenant, c'est une puissance en plus qui vient nous renforcer, quoi. C'est pas quelque chose qui. Donc, voilà, moi, c'est cette idée-là quoi, qui est portée par ce texte aussi. Et c'est pas ironique en fait, hein, c'est vraiment vrai. Je pense que Ouais, on peut vivre. on n'a jamais vécu une période aussi passionnante de rencontres, de découverte de ce qu'on vaut, de ce qu'on est capable de faire, d'apprentissage, de dévoilement. Moi, il y a plein de choses que j'ai compris sur notre système financier, notre industrie pharmaceutique, notre système politique. Par cette crise, en fait, je les aurais peut-être jamais compris autrement. Et j'aurais continué à vivre ma petite vie bon an, mal an. Donc, non, je crois que c'est à l'origine d'une très grande transformation. Job, il est assis sur son tas de fumier et il crie, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Il dit au Seigneur, à Dieu, il dit, mais pourquoi moi, quoi? Et il doit rester sur son tas de fumier, quoi, jusqu'à ce qu'il comprenne. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens, ils vont boire jusqu'à la lie la coupe du déferlement totalitaire. Il y en a d'autres, ils auront déjà commencé à larguer les amarres, en fait, à partir vers autre chose. Donc, nous, on est déjà en train de larguer les amarres vers autre chose, de structurer des communautés résilientes, de gens qui savent faire à manger, qui savent éco-construire, qui savent faire de la permaculture, qui élèvent les enfants autrement que pour en faire des rouages d'un système techno-consumériste, qui font démocratie autrement, qui partagent le pouvoir autrement. En fait, c'est déjà là, quoi. Il n'y a qu'à y aller. Donc, il faut juste se réveiller et puis se mettre en lien avec les bonnes personnes. Par contre, ça veut dire couper certains liens. Et ça, c'est douloureux. Ça, c'est extrêmement dur. C'est-à-dire renoncer à certaines choses. Mais tous les appels, ils sont comme ça hein, dans l'histoire biblique, dans l'histoire philosophique, dans l'histoire antique, dans les récits anciens. Tous ceux qui reçoivent l'appel, bah, à un moment, ils quittent leur vie, quoi. Siddhartha, il quitte son palais et il s'en va, quoi. Il va essayer de devenir le Bouddha. C'est vrai pour Samuel, c'est vrai pour voilà, Jérémie, pour David, pour tous les personnages finalement bah, les gens ne s'en souviennent peut-être plus, ils connaissent plus forcément les mythes, mais dans tous les mythes, il y a cette idée que bah, les héros, à un moment, ils abandonnent ce qu'ils faisaient avant pour devenir autre chose. Pour retrouver Bah, ça autre y est, ça chose. nous est offert en fait, ça nous est donné. Ça nous est donné d'être des héros. C'est Je crois que c'est une chance inédite. Espérons ouais. qu'on sera assez à la saisir. Merci Louis pour ce bon moment et pour ces beaux mots. Et ben, Ouais, j'espère mais là que. encore, je te rassure, c'est que si on n'est pas assez à la saisir, ça recommencera dans 5 ans pareil. Ouais, je pense que Et si on change pas notre modèle, c'est finalement, qui fini. détruit le monde,
tout le monde est conscient de ça. Aujourd'hui, je pense qu'il peut émerger une espèce de spiritualité laïque de l'environnement. On n'a pas besoin forcément d'une religion, hein, parce qu'il y a des gens pour qui la spiritualité, ça fait peur, parce que les religions, c'est des constructions humaines avec des jeux de pouvoir, etc. Mais en fait, toutes les constructions humaines sont des imparfaites avec des jeux de pouvoir. C'est juste ça qu'il faut regarder en face et travailler justement au pouvoir, à qu'est-ce que c'est, comment on partage la décision, la connaissance, comment on fait avec les gens aussi tels qu'ils sont, plutôt que de toujours vouloir bâtir une réalité idéale. Non, juste faire avec ce qui est donné, en fait, et trouver la place pour chacun. Il y a une place dans des collectifs, même pour les pervers paranoïaques narcissiques. Il faut la trouver, c'est tout. Mais il y a une place pour les timides, il y a une place pour les actifs. Donc, si la crise n'est pas résolue là, si on n'est pas capable de transformer l'essai maintenant, elle reviendra. Parce que le destin est taquin et nous ramène les crises de manière incrémentale jusqu'à ce qu'on les résolve ou qu'on en meure, qui est une résolution aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne reviendra pas au monde d'avant, et heureusement. Comme on l'avait signé dans un édito de Kéros, puisque le monde d'avant, ben, c'est ce qui a provoqué aussi cette crise de coronavirus et tous ces symptômes. Merci beaucoup, Louis Fouché. Ouais, je l'ai dit plusieurs fois, peut-être je peux le dire dans le carreau. Je pense qu'on est face à un. Désolé, je tiens un Oui, crachoir, oui, tu voulais oui. comprendre. Mais on est Il y a pas face à un déferlement totalitaire. Il y a plein de gens qui ne veulent pas le voir et à qui ça fait peur. Il y a des gens qui m'écrivent même pour me dire mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais quand vous parlez de déferlement totalitaire, là, je ne peux pas entendre. Ouais, Donc, il faudrait trouver un autre mot, il faudrait trouver une autre façon de le dire. Peut-être totalitarisme, ça fait peur. Quand le pouvoir se raidit, quoi, on peut le dire comme ça, je sais pas. Un truc un peu soft, quoi. Moi, j'avais parlé de totalitarisme soft à la française. On a eu la Soft même chose. dictature. On a eu la même Ouais, chose avec ce mot, ça a créé des conflits en rédaction. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage des mots aussi. Et peut-être qu'il faut les adoucir dans les mots avec lesquels on les entoure, mais il doit y avoir des mots. Moi, je pense qu'on rentre vraiment dans on pourrait dire dictature soft, totalitarisme, mais là, ça devient vraiment fort. Il faut que les gens l'entendent. Il faut des groupes pour pouvoir parler, des débats. ouais. Ça Et viendra. face à ce totalitarisme, il y a un fort risque de déferlement de violence, parce que ça, c'est la violence mimétique chez René Girard, en fait. Hein. Une tentative de résolution, il y a une violence en face, mais je vais être encore plus violent dans une spirale Ouais. mimétique, jusqu'à l'éradication de l'un ou de l'autre, au sacrifice d'une victime émissaire, qui normalement permettrait de recomposer le nous. Sauf que ce nous, il n'existe déjà plus, en fait. Et pour moi, ça, c'est la troisième voie, c'est celle de la non-violence, c'est reconstruire le nous à partir des décombres du réel qui est en train de s'effondrer, prendre les morceaux et faire une cohérence, créer une cohérence. Et tout est là pour qu'on crée ça. Les gens, ils le savent au fond, quand ils interrogent au fond de leur cœur, qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent être en sécurité tout le temps, avec des vaccins tout le temps, contre des virus qui leur font peur tout le temps? Est-ce qu'ils veulent consommer plus d'électronique, avoir toujours plus d'applications qui dirigent leurs fenêtres, leurs murs, leurs chiottes, une voiture qui conduit toute seule, un casque pour aller pisser, une assurance pour dire bonjour à leurs voisins? C'est ça qu'ils veulent en fait? Je ne crois pas, moi, en fait. Il y a quelques personnes qui veulent ça. Mais l'immense majorité des gens, je pense vraiment, et ça me rassure sur l'humanité, parce que chaque fois que j'en discute avec des gens, c'est confirmé. Ils aspirent à la paix, ils aspirent à la joie, ils aspirent à la liberté, ils aspirent à la beauté, ils aspirent à prendre soin des personnes âgées, à prendre soin des enfants. Enfin voilà, en fait, l'immense majorité de l'humanité est plutôt réconfortante, quoi. Et à la fin, aspire à ce mot-clé, quoi, qui est la paix. Et aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique de la paix nulle part. Ça n'existe pas. Comment ça se fait? Pourtant, c'est un vrai projet politique, la paix. Donc, je crois qu'on est en train de créer ça avec Réinfo Covid et puis avec tous les gens qui sont autour et l'archipélisation des collectifs. Réinfo Covid n'a pas vocation à englober tout, pas du tout. Au contraire, Réinfo Covid a vocation à involuer progressivement et à muer, à se transformer en autre chose, quoi. Et, et à devenir un des collectifs parmi plein d'autres qui se mettent en lien les uns avec les autres, qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui sont d'accord sur ces quelques données importantes de la ligne rouge qu'on a envie de suivre. Mais on suivra et on suit. On est en contact avec beaucoup de médecins belges de l'antenne Réinfo Covid Belgique et j'espère qu'on pourra faire quelque chose ensemble. Peut-être une fois se rencontrer ici ou là-bas en France. En tout cas, je pense qu'il faut s'unir entre Français, Belges et les autres aussi. Voilà, mille merci pour ton temps. C'est une des grosses difficultés là, dans ce qui va arriver, Ouais. c'est de s'unir intelligemment. Et pour s'unir bien, je reviens encore sur cette idée qu'il faut avoir travaillé sur avoir structuré sa peau d'abord et sa structure. Il y a beaucoup de collectifs qui sont conduits par une personne charismatique et en gros,
ça tient sur une espèce de tyrannie. Ce n'est pas le cas dans Réinfo Covid. Hein. Je vous le dis, même si j'apparais le plus, en vrai, je décide de rien tout seul, quoi, loin de là. Et des fois même, c'est fatigant. Mais c'est bien, en fait. C'est bien parce que justement, c'est un truc collectif. Et, euh, et puis, on essaie de ralentir le rythme, de dire on ne doit pas être réactif tout le temps, on doit aussi Ouais, ralentir, c'est difficile, ouais. tout en laissant la place à l'étincelle individuelle. Et donc, il y a des collectifs qui tiennent sur une seule personne, parce que culturellement, il y a plein de gens qui sont encore dans ce modèle-là, dans le modèle pyramidal il y aurait un messie tutélaire qui va venir être l'homme ou la femme providentielle et nous tirer de son mauvais pas. Moi, je crois qu'il faut que vous ôtez cette illusion de la tête. Il n'y aura pas de messie. C'est vous, les héros d'aujourd'hui, qui devez réagir, en fait. Ce n'est pas ni Perron, ni Henri Oncourt, ni Vonner, ni Brusa, ni Fouché, ni qui que ce soit qui va le faire à votre place, en fait. Ouais. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et le problème, c'est quand certains collectifs s'approchent les uns des autres, avec l'idée qu'il faudrait faire la convergence des luttes, réunir, etc. C'est des concepts qui sont assez fréquemment évoqués. Souvent, vous vous retrouvez avec des guerres d'ego, des gens qui veulent manger l'autre. Et ça, je crois que le pouvoir ne fait que bénéficier de ça. Le pouvoir machiavélique, qui cherche qu'à séparer, en fait. Ouais, mais tu peux aussi avoir une personne comme toi qui représente un collectif et sur lequel, parce que c'est ce que je vis un peu avec Kéros, à force d'avoir été en conférence de presse, tu vois, d'avoir été le représentant d'autres idées, c'est que tu deviens un peu un modèle, mais l'idée, c'est de ne pas rester, que ça ne soit pas quelque chose d'égocentrique, mais que ça puisse donner des ailes aux autres, tu vois, et que ça soit, je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est vraiment vrai, c'est que autant je vous dis, il y a un risque dans ces structures pyramidales, autant, et ça va vous paraître paradoxal, mais je vous dis, on a besoin de héros. Et on a besoin de héros qui parlent aussi H-E-R-A-U-L-T, de gens qui prennent la parole et qui osent y aller. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'ils mettent au service du collectif leur énergie ou est-ce qu'ils mettent l'énergie du collectif à leur service? Et c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question et arriver à trouver le juste équilibre. Et après, plutôt que de vouloir tout réunir sous un chapeau commun, c'est plutôt archipéliser tous ces collectifs ensemble et les réunir pour des actions précises, pour de l'événementiel, pour le travail sur la nourriture, pour un travail sur la philosophie, pour un travail sur des choses comme ça. Voilà. Merci. Donc ça, il y a déjà des gens qui y travaillent. Hein, il y a un vaste chantier devant nous. Ouais. Et c'est plutôt joyeux. C'est reconstruire le monde et la société. Donc finalement, c'est chouette, quoi. C'est une bonne chose. À partir de l'héritage, en fait. Et il y a plein de choses dans l'héritage qu'il faut aller prendre. Hein. Ce n'est pas une reconstruction de neuf. Hein. On n'est pas dans du New Age ou du néolibéralisme. Hein. Non, c'est à partir de tout ce qui a déjà été fait, de toute l'expérience des humains rassemblés depuis l'Athènes du IVe siècle jusqu'à, en passant par toutes les civilisations et même les peuples premiers ou d'autres. En fait, il y a plein de façons de partager le pouvoir qui nous ont déjà été léguées. Et il n'y a qu'à y aller, quoi. Et expérimenter aussi. Pas dire il y a un modèle qui va marcher pour tout le monde, mais dire non, à certains endroits, c'est très bien d'avoir un modèle pyramidal. Tu veux organiser une manif, c'est très bien d'avoir un tyran et des gens qui exécutent. Tant mieux. Mais tout le monde est d'accord. C'est circonscrit dans le temps et dans l'espace. Voilà, donc ça, c'est l'idée de la contribution ou de la coopération. Je pense que c'est quelque chose qui doit nous guider. Et ce n'est pas du tout violent, ça, au contraire. Merci, Louis. Merci à toi, merci à Kairos, à toute l'équipe de chez vous, belge et varoise. Et puis, prenez soin de vous d'abord, avant de vouloir changer l'autre. Déjà, se changer à l'intérieur pour être prêt à y aller. Parce que si vous avez une posture qui est juste, en fait, là, votre discours va devenir juste et votre impact va devenir juste. Si vous êtes en colère, si vous avez peur, en fait, ça ne marchera pas. Parce que les gens, ils ne voudront pas vous ressembler à ce moment-là. Ils essaieront au contraire, de vous mettre dans un coin en disant « mais moi, je ne veux pas ça. Je ne veux même pas voir ça. » Alors que si vous êtes plutôt joyeux, avec de l'humour léger, en fait, on a beau ne pas être d'accord, à la fin, c'est pas grave. On est en lien. Je suis d'accord, mais c'est parfois dur quand on se fait gazer par la police. Comme hier, je me suis fait gazer. C'est parfois plus dur, mais j'entends ce que tu dis, mais il y a des moments où c'est plus difficile. Mais on en revient à cette idée de la non-violence. Tu dois te dire pourquoi ce truc-là est une leçon. Et tu dois me dire, je dois faire autrement. En fait, chaque fois que tu butes contre un mur, pour moi, en permaculture, on dit il y a toujours au moins une autre façon de faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'autres chemins. Et que la réalité me dit, ça n'est pas le bon chemin. Il faut que j'emprunte le truc autrement, quoi. Et donc, c'est à chaque fois une sorte de mise à l'épreuve, de défi, mais de défi joyeux, rigolo. Comment je fais pour que les antifas, enfin, les gens comprennent le vrai visage de ce truc?
Comment je fais pour que les gens comprennent le vrai visage de l'utilisation de cette violence-là ou de ces collectifs-là par le pouvoir? Ou comment je fais autrement que la manifestation pour aller montrer à l'opinion publique? Il y a plein d'autres façons, je pense. Ouais. Aujourd'hui, les gens ils vivent plus dans un monde numérique qu'un monde réel. Aujourd'hui, en Colombie, il y a des millions de gens dans la rue, personne n'est au courant. Tu es obligé d'avoir des copains colombiens pour qu'ils te le disent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit complètement décorrélé du réel, avec une sensation de conscience, avec une impression de conscience Ouais. globale, mais qui est en fait un mirage d'ombre des sophistes dans la caverne, en fait. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut revenir ici et maintenant, je pense. C'est une convocation à refaire des réseaux locaux dans votre ville, votre quartier de Bruxelles, votre quartier de là où vous êtes, euh, pour, pour reprendre en main les choses dont vous avez besoin. Donc ouais, prenez soin de vous d'abord, prenez soin des autres autour de vous, particulièrement des gens avec qui vous êtes en conflit, parce que en fait, probablement, ils en ont vraiment besoin. Et ça change aussi le rapport, si vous vous mettez dans un rapport de soignant, en vous disant, en fait, ils sont un peu malades, quoi, quelque part. Ouais. Ils ont peur, ils sont traumatisés. Vous n'êtes pas en train d'essayer de les convaincre. Vous êtes en train d'essayer de les aider à guérir. Même pas de les soigner, juste de les aider à guérir. Et puis, ils guériront s'ils ont bien envie, quoi. Vous aurez fait ce que vous pouvez. Vous n'aurez rien à vous reprocher, quoi. Prenez soin de la nature autour de nous et du monde autour de nous, parce que cette crise, elle est en bonne partie liée à une crise environnementale de fond qui nous poursuit et qui nous pourchasse, quoi, et à notre relation même au vivant et à ce qui est vivant autour de nous et en nous. Donc, s'imaginer qu'un arbre, c'est un ami, qu'une pierre, elle vit à son rythme et qui est très, 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 très lent et qui a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais qu'elle est en fait vivante aussi à sa mesure, ça change un peu le rapport au monde et à l'autre et à Et soi-même. à l'autre, ouais, complètement. Ouais. Et voilà, donc partagez ensuite vos pépites et ce que vous avez compris. Éteignez la télé, Sûr. utilisez votre téléphone portable comme un pharmacone. Pharmacone, c'est le poison et le remède en grec. Donc peut-être ça peut être un remède. Là, en tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente. Je suis plutôt décroissant normalement au niveau matériel. Et là, j'expérimente que le numérique est très utile à fédérer et à organiser les collectifs. Et donc vraiment, c'est l'idée du poison et du remède. C'est le poison, mais c'est aussi probablement une partie du remède. Tout à fait. Et ne croyez pas ce que vous dit le big data et l'algorithme, et ne partez pas au 100 coups sur chaque nouvelle. Ah là là, l'Inde, ah là là, les enfants, ah là là. Éteignez ça, en fait. Ouais, je comprends. Sûr. Éteignez la Merci, télé. Alexandre. Merci à toi. Et à bientôt. Ouais, à bientôt. On coupe l'enregistrement là.